Désolé pour ces 4 minutes de retard. Je pensais que plein de gens m'attendaient, mais ce n'est pas vraiment le cas. Oui, je m'en doute. Donc, Monsieur le ministre, bienvenue, mes chers collègues. L'ordre du jour de notre réunion appelle l'examen de la CEPP relative à la mission Outre-mer. Monsieur le ministre Jean-François Carenco, vous avez la parole pour 15 minutes maximum sur l'exécution budgétaire de cette mission. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le rapporteur, Monsieur le député. Un an après ma prise de fonction... Attendez, excusez-moi, vous allez recommencer. Oui, ouais. Un an après ma prise de fonction, j'ai plaisir à venir devant vous dans le cadre du printemps d'évaluation pour essayer de travailler ensemble, et ça m'intéresse aussi, sur les résultats de mon action de ministre délégué chargé des Outre-mer. Nos débats cet après-midi ont vocation à porter plus précisément sur l'exécution de nos crédits budgétaires, qui est un sujet éternel dans les ministères chargés des Outre-mer. Vous souhaitez également échanger sur les moyens dédiés au soutien à l'ingénierie, et je partage l'idée que ce sujet est essentiel pour la concrétisation de nos projets et des projets dont ont besoin les territoires d'outre-mer. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je ne sais plus s'il faut dire d'outre-mer. Le débat a lieu et je le partage. En ce qui concerne l'exécution budgétaire, premier sujet central, je tiens d'abord même si peut-être je suis optimiste, à partager des éléments de satisfaction. On est sur le budget 2022. En 2022, la totalité des engagements et des crédits de paiement outre-mer de la mission les crédits de paiement de la mission outre-mer ont été consommés. Les crédits de la mission avaient pu être sous-exécutés par le passé, et je pense qu'on a réussi à cette nouvelle dynamique en 2022. C'est un succès dont je ne m'attribue pas le mérite, en tout cas pas tout seul, car il est nécessairement partenarial, tributaire d'acteurs extérieurs à l'État, les collectivités, s'agissant des contrats de plan et du FEI, les organismes de logements sociaux pour la LBU notamment. Nul ne peut s'attribuer le succès de la consommation des crédits, tout seul. Ça serait juste un mensonge. Pourtant, la mission Outre-mer est caractérisée par un montant élevé de reste à payer en CP par rapport aux AE. Nous estimons ce montant à environ 2 milliards d'euros. Ce montant est élevé en partie lié à la nature même de la mission, qui finance des projets d'investissement et donc des projets qui s'inscrivent par nature sur plusieurs années d'exécution, d'où un décalage dans le temps de la consommation des AE et des CP. Et puis, il traduit, au-delà de ce décalage naturel, puisque j'ai entre les AE et les CP sur les crédits d'investissement, il est vrai de dire, et il est logique et sain et constructif, de dire qu'il traduit également la difficulté à mener à leur terme des projets sur les territoires d'outre-mer pour des raisons multiples. Il n'y a pas de raison unique. Difficulté d'approvisionnement liée à l'éloignement, difficulté à trouver des prestataires sur des marchés locaux étroits, difficulté financière des collectivités locales, très souvent partenaires de l'action de l'État au niveau financier, contraintes environnementales et climatiques qui sont souvent, je le dis, mésestimées par l'ensemble des parties prenantes parisiennes à l'outre-mer, quelle qu'elle soit, administration, politique, associatif, parlementaire. Difficultés donc, contraintes environnementales et climatiques. Et puis, un déficit d'ingénierie sur lequel je pense que nous reviendrons tout à l'heure. En revenant sur l'exécution budgétaire 2022, je vais d'abord dire que, au-delà du budget, les moyens de la mission se sont adaptés aux situations d'urgence. Ainsi, la totalité de la réserve de précaution a été dégelée. Tout le monde connaît le système de la réserve de précaution. J'ai demandé d'ailleurs cette année à lever la réserve de précaution sur le FEI
sur le sujet de l'eau et des sargasses, compte tenu de l'urgence. On y reviendra peut-être. Et la totalité en 2022 de la réserve de précaution a été ainsi dégelée, ce qui a permis notamment de débloquer une première enveloppe de 10 millions d'euros sur le fonds de secours à la suite du passage de la tempête Fiona en Guadeloupe. Bien entendu, cette enveloppe sera réabondée au fur des mois en tant que de besoin en fonction de l'avancée des travaux de construction. En loi de finances rectificative, vous avez ouvert 19 millions, mais j'en suis pas très fier, 19 millions d'euros dans le paquet pouvoir d'achat, puisque c'est quand même réduire les conséquences d'une difficulté, et ce n'est pas résoudre la difficulté, mais enfin on a eu 19 millions d'euros de pouvoir d'achat sur les aides alimentaires d'urgence. Mon souhait, c'est qu'il y en ait besoin de zéro. Dans les DROM comme dans les COM. Plus précisément, si on se pense sur les principaux dispositifs mis en œuvre par le ministère, les constats sont les suivants. S'agissant du logement, 220 millions d'euros ont été engagés, soit 94% des moyens de la loi de finances initiale. Mais si l'on prend en compte les AE 2023 consommés de façon anticipée en décembre 2022 à hauteur de 23 millions, on considère qu'ils peuvent être rajoutés aux AE 2022, la consommation de l'année en AE s'élèverait à 243 millions d'euros, soit 104% de la LBU en LFI. Concrètement, l'an dernier, c'est beaucoup, mais c'est insuffisant. C'est plus qu'avant, mais c'est insuffisant. 4 894 constructions neuves et 4 042 réhabilitations ont été financées dans les DROM. Je laisse de côté les COM. Pour poursuivre cette dynamique, nous pouvons nous réjouir de l'annonce par la Première ministre de l'extension dans le prochain PLF, c'est sa proposition, du crédit d'impôt pour la réhabilitation de logements sociaux aux opérations situées en dehors des quartiers de politique de la ville. Ça n'a pas un vrai sens, la politique de la ville, au niveau géographique, au niveau attribution, lorsqu'on est outre-mer. Ça représente un effort financier quand même de 20 millions d'euros supplémentaires. S'agissant de l'aménagement du territoire, qui recouvre pour l'essentiel les contrats que je dénomme contrats de plan, mais qui s'appellent là-bas contrats de convergence et de transformation. Pas pourquoi on a fait la différence. La dynamique a été particulièrement forte pour la dernière année des contrats 2019-2022, avec, et je m'y suis attelé, avec 217 millions d'euros d'engagement, soit bien plus que les engagements, les moyens prévus en LFI qui étaient de 209 millions. Tout ministère confondu. Il me semble que le niveau de consommation des contrats de plan est tout à fait honorable, bien que cela recouvre évidemment outre-mer des situations différentes selon les territoires et les programmes. 87% des montants contractualisés sur 2019-2022 ont ainsi été engagés. C'est pas nul. 87%. S'agissant des CP, le taux de consommation est bien évidemment inférieur, il est de 44%, et c'est normal s'agissant d'opérations d'investissement qui prennent du temps. Et une incitation à accélérer doit venir du soutien à l'ingénierie, mais nous en reparlerons. En ce qui concerne la continuité territoriale, et je veux parler de l'ADOM, puisque c'est le choix que le gouvernement et moi-même avons fait pour soutenir la continuité territoriale. Après 2 années marquées par la pandémie mondiale, l'activité de l'ADOM est repartie à la hausse avec 60 000 trajets aidés en 2022, soit bien évidemment davantage qu'avant le Covid, 35 000 trajets en 2019. La réforme est lancée et je pense que nous aurons l'occasion d'échanger sur la poursuite de cette dynamique dans le projet de stratégie de l'ADOM, qui doit d'ailleurs passer dans une niche parlementaire le 8 juin, me semble-t-il. S'agissant du soutien aux collectivités, nous poursuivons la démarche d'accompagnement, et elle est fondamentale, à travers la contractualisation sur un partenariat, me semble-t-il, gagnant-gagnant entre l'État et les collectivités.
Je suis très content de ce dispositif Quorum en dehors du nom qu'il a. Je trouve ça un peu bizarre. Hein, ça veut dire contrat de redressement outre-mer. En 2022, appelons-les encore Quorum, on verra la suite. 2 quorums supplémentaires ont été signés. Cette démarche se poursuivra en 2023, grâce au vote, Monsieur le Président, des crédits qui m'ont été alloués, si j'ose dire, dans le projet de budget 2023, avec 2 choses particulières, différentes. La signature d'un contrat d'accompagnement renforcé pour l'eau en Guadeloupe, avec le SMEAG, sujet particulier, et une enveloppe supplémentaire permettant le lancement d'une nouvelle vague de quorum. C'est assez compliqué, il faut qu'il soit candidat, qu'on regarde comment ça se fait, mais je pense que la liste définitive devrait être finalisée avant l'été, hein, mais après discussion avec chacune des communes, hein, puisque c'est un effort partagé, pour être honnête, c'est un effort partagé. Le fonds exceptionnel d'investissement, autre ligne importante, dont, quand on me demande comment ça marche, je dis ben, c'est moi qui décide. Ça donne au moins une certaine cohérence aux choses. A permis d'accompagner 138 projets d'investissement des collectivités d'outre-mer l'année dernière. En 2022, année pour laquelle j'avais partagé l'attribution de ces fonds avec mon prédécesseur, j'ai choisi, quand j'en ai eu le pouvoir et le temps, de prioriser dans l'enveloppe sous ma responsabilité l'eau, les sargasses et les investissements. Pas d'investissement de confort. Ça râle un peu, mais j'assume l'eau, les sargasses, les investissements structurants. J'ai prolongé ces priorités en y ajoutant, en 2023, en y ajoutant cependant 2 sujets particuliers, les déchets et les projets culturels. Mais je suis pour cibler l'orientation du FEI. J'ajoute que FEI, on peut, qui est 110 millions d'euros, on peut y rajouter les contrats verts, comment j'appelais ça, le fonds vert, pour lequel le ministère de l'Outre-mer a bénéficié de 97 millions d'euros. Donc je dis que globalement, 110 plus 97, on a doublé, on est passé à 200, on est passé de 100 à 200, qui là aussi sont très ciblés, productifs. Je me félicite d'avoir obtenu de M. Béchu le fait que les fonds verts puissent servir à l'assainissement, qui n'était pas le cas, dans un premier temps dans les DROM, et puis en insistant un peu, désormais aussi dans les COM. C'est tout à fait favorable. Un mot, je passe en revue les grandes masses, si vous permettez, sur le SMA, qui coûte cher au budget, qui continue de jouer son rôle en faveur de l'insertion des jeunes, avec des taux d'insertion de volontaires, je veux le souligner, en fin de contrat, taux d'insertion, c'est 6 mois au moins. Hein, c'est 6 mois au moins d'un contrat professionnel de droit privé. De 84%. De 84%, c'est considérable, contre 76% en 2020 et 82% en 2021. Donc on monte avec une idée simple, c'est que les formations professionnelles, le choix des lignes de formation, hein, des secteurs de formation, sont discutés entre les militaires et les professionnels, les chambres des métiers et les employeurs. J'ajoute que 2 nouvelles compagnies ont été créées récemment, à AO en Polynésie française et à Mayotte. En tout cas, je me félicite totalement de du deuxième choix. Enfin, grosse partie budgétaire, 1,7 milliard en 2022. Monsieur le député, je vous salue. 1,7 milliard en 2022. Ça a connu une dynamique importante. Il y avait 1,5 milliard budgété. On a consommé 1,7. C'est des dépenses évaluatives, mais enfin, ça compte. La lutte contre le chômage reste évidemment le principal défi des territoires d'outre-mer, avec des taux structurellement élevés si on compte le nombre de chômeurs. Mais moi, je veux dire ici, à l'Assemblée, c'est-à-dire à la représentation nationale et à la France, des créations nettes d'emplois considérables. Toujours faire mieux. Il faut souhaiter faire mieux. Il ne faut jamais être satisfait quand on travaille pour l'outre-mer.
mais 6 400 emplois de plus à La Réunion, 4 050 en Guadeloupe, 2 600 en Martinique, 2 200 en Guyane. C'est autant de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui trouvent des raisons et des moyens surtout de vivre normalement. J'ajoute, puisqu'on parle de la Guadeloupe et de la Martinique, qu'un de mes sujets, c'est l'orientation que je veux donner au crédit 2023 à la proposition 2024, c'est la lutte contre le dépeuplement. Tout est beau à dire, tout est bon à dire, tout est sympa ou pas sympa, peu importe. Il y a une vérité, Monsieur le Président, c'est que la Guadeloupe et la Martinique perdent 5 000 habitants par an. C'est inacceptable, ça doit être le centre de tous nos efforts d'investissement et de construction. J'y rajoute, même si c'est plus faible en chiffres, mais c'est encore plus inquiétant, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est passé sous les 6 000 habitants, et Miquelon, qui doit tendre vers les 500 habitants. À un moment donné, ça n'existera même plus sur la carte. Voilà les éléments, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, les quelques éléments initiaux que je souhaitais partager avec vous, qui sont le cœur de mes préoccupations. Merci, Monsieur le Ministre. On va maintenant entendre les rapporteurs spéciaux. Monsieur Christian Baptiste, Madame Karine Lebon, qui sont co-rapporteurs spéciaux. Vous avez la parole conjointement pour 5 minutes. Je vous laisse vous organiser. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général n'est pas là. Mes chers collègues, merci d'être là ce lundi après-midi. Alors, avec mon collègue Christian Baptiste, nous vous présentons aujourd'hui le bilan de nos travaux sur l'exécution des crédits en 2022 de la mission Outre-mer. 2 remarques préliminaires. La première, pour rappeler que la mission compte 2 programmes. Le programme Emploi Outre-mer, le 138, qui porte les moyens budgétaires en faveur de l'emploi dans les territoires ultramarins, et le programme Conditions de vie Outre-mer, le 123, qui a pour objectif de réduire les écarts de niveau de vie et d'équipement constatés entre les Outre-mer et la France hexagonale. Pour réduire ces écarts de niveau de vie et d'équipement, le programme Conditions de vie Outre-mer porte une majorité de crédits d'intervention délégués aux collectivités territoriales et qu'elles peinent à transformer. C'est un sujet que nous approfondirons dans la seconde partie de notre réunion, car il s'agit de notre thème d'intervention. La seconde remarque, c'est que la mission Outre-mer ne représente, et on le dit peu, qu'une fraction assez faible de l'effort budgétaire de l'État en faveur des territoires ultramarins, environ 10%. En effet, l'investissement de l'État était porté en 2022 par 102 programmes et 31 missions. C'est une difficulté que nous avons signalée lors du projet de loi de finances. Cet éclatement nuit, selon nous, à la compréhension des moyens mis en œuvre par l'État. Au niveau de la mission Outre-mer, les crédits exécutés en 2022 s'élèvent à 2,8 milliards d'euros en AE et 2,7 milliards d'euros en CP, des montants respectivement en hausse de 9,8% et 13,9% par rapport à 2021. Le taux de consommation des CP est de 98,9% sur le programme 123 et de 98,3% sur le programme 138. Et je laisse maintenant la parole à mon collègue Christian Baptiste. Je poursuis cette présentation en entrant dans le détail. Et pour porter à votre connaissance les paramètres qui ont conduit à inscrire des crédits supplémentaires en loi de finances rectificative sur le programme Emploi Outre-mer. L'action 1, soutien aux entreprises, pèse plus de 82% des autorisations d'engagement et des crédits de paiement du programme. Il s'agit de la compensation d'exonération des charges fiscales patronales qui sont des dépenses de guichet. Or, c'est répété en 2022 un scénario malheureusement connu, à savoir un besoin en financement beaucoup plus important que prévu, aboutissant à une surexécution des crédits et d'un vote de crédit supplémentaire en loi de finances rectificative numéro 2. Nous savons que le chiffrage de la prévision n'est pas du ressort de la Direction générale des Outre-mer, mais de la COS, mais il faut absolument remédier à ces écarts qui ont tendance à se répéter. Notre temps étant limité, nous terminons notre propos par 2 remarques majeures. Il faut mieux calibrer les montants prévisionnels des dépenses de fonctionnement
il n'est pas acceptable de voir se reproduire année après année des écarts de l'ordre de 1 à 7 en prévision et en exécution. Il s'agit notamment des besoins de fonctionnement de la DGOM. C'est l'occasion pour nous de demander un renforcement des moyens matériels et humains de cette direction indispensable à la coordination des moyens de l'État en faveur des Outre-mer. Les restes à payer de la mission atteignant 2 milliards d'euros, il s'agit du montant des engagements juridiques effectués sur l'ensemble des exercices passés ou en cours et non encore couverts par des mandatements. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter les travaux menés par votre ministère avec les services déconcentrés pour y remédier et apurer les restes à payer? Deuxième question, les crédits en faveur de l'emploi sur le programme Emploi Outre-mer doivent, selon nous, être complétés par des mesures pour favoriser le retour en Outre-mer des forces vives. Quels sont vos travaux actuellement en cours? Merci. Merci, Christian Baptiste et Karine Lebon. Quelques mots de ma part, mais ils seront rapides. On est sur un budget qui a eu, alors je sais bien qu'on examine le budget, la réalisation du budget 2022, mais on est dans un contexte où, si on se souvient, on a eu une soirée pour le PLF 2023 particulièrement riche en revendications de tous les députés ultramarins de manière totalement transpartisane, ce qui fait que, monsieur le ministre, vous vous en souvenez, au final, on a adopté un budget qui, de mémoire, était de 240 millions d'euros supplémentaires au budget initial, tout ça ayant été en partie annulé par le 49.3, mais n'empêche, je crois que ça a marqué à la fois les besoins et à la fois les insatisfactions légitimes, pour ma part, de tous les parlementaires ultramarins sur la situation faite par le gouvernement à l'outre-mer. Bon, pour être honnête, pas seulement par ce gouvernement-là, mais par différents gouvernements successifs. Si je dis ça, alors je sais que de cette soirée, on a permis quand même d'obtenir des rallonges supplémentaires. Donc elle n'a pas été pour rien, même s'ils étaient en deçà de ce qui était attendu. Mais si je dis ça, c'est parce que je considère pour ma part que sur les départements et régions d'outre-mer, en réalité, le quoi qu'il en coûte n'est pas derrière nous. Voilà. Je considère que les questions d'urgence en matière de cherté de la vie, vous l'avez signalé tout à l'heure, vous avez dit je ne suis pas fier qu'on ait eu besoin de 19 millions d'euros supplémentaires, mais vous savez très bien que non, je ne suis pas fier. Mais moi, je suis pas en charge de l'État, sinon les choses seraient différentes. Mais on la joue taquine, quoique. Mais surtout, bon, au-delà d'être fier ou pas fier, c'est malheureusement une réalité. C'est-à-dire que l'inflation plus la cherté de la vie endémique dans les départements et les régions d'outre-mer fait que nos concitoyens prennent de plein fouet la crise inflationniste qu'on connaît. Mais c'est également vrai, vous le savez, vous l'avez noté d'ailleurs, hein, je ne dis pas que vous l'ignorez, mais toutes les questions liées à l'eau, toutes les questions liées aux pollutions des sols, je pense notamment en Martinique avec le chlordécone, toutes les questions liées aussi, et ça monte de partout, aux billets d'avion qui sont un véritable problème pour nos concitoyens. Tout ça fait qu'on est loin du compte, à mon avis, dans ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, c'est un peu la manière dont je regarde les différents budgets successifs qui ont été appliqués. Et je les regarde, vous l'avez compris, d'une manière qui est critique par rapport à ce qu'il faudrait faire, même si je salue votre lucidité sur plusieurs points. Voilà, monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre aux deux rapporteurs spéciaux et à moi-même. Et puis, on passera après aux orateurs de groupe. Premier sujet. Non, excusez-moi. Premier sujet, et vous l'avez souligné, je m'excuse, madame, messieurs les rapporteurs, de répondre d'abord au président. Noblesse oblige, le sujet de la vie chère. C'est un vrai sujet. Juste d'abord rappeler, parce qu'on ne dit pas assez, ça ne veut pas dire que et je vais revenir, que je me méprends sur la réalité du sujet. L'inflation outre-mer est moins forte qu'en France hexagonale.
moins forte qu'en France hexagonale, sur tous les sujets. Elle ne s'adresse pas à la même population. Hein, mais en temps pour plaisanter, je dis à mes conseillers quand je voyage, amenez des bidons, vous prendrez de l'essence et du pétrole et ça sera moins cher. Non. Attention à ne pas affaiblir le discours que l'on doit tenir sur la vie chère en ayant des regards parfois inexacts. Mais il est vrai que la cherté de la vie, c'est plus ce qu'il faut dire, s'exerce sur une population qui n'a pas le même niveau de revenu moyen. Mais il n'y a pas d'inflation exponentielle en Outre-mer, sans parler des équations mathématiques. Les sujets sur lesquels nous devons porter attention, au-delà du sujet global, et sur lesquels on peut agir. Et je rappelle d'ailleurs que le gouvernement, par ma voix, a donné un avis favorable à la création d'une commission d'enquête sur la vie chère. Tout le monde s'étonnait de ce que j'allais pouvoir dire. Nous y avons donné un avis favorable. C'est signe qu'on s'en préoccupe. Et je serai auditionné, je pense, demain ou après-demain, je ne sais plus, par la commission d'enquête. Première réponse. Et donc, on cherche des solutions. On cherche des solutions. Pour l'instant, on a des solutions un peu ponctuelles. Je rappelle sur l'électricité. Sur l'électricité, j'ai obtenu que l'électricité pour les gros consommateurs, que ce soit les mairies notamment, les services des eaux, les services publics et les quelques usines, soit plafonnée à 15% et pas non du tout soumis aux évolutions du marché tel que ça a eu lieu en France. C'est une victoire considérable dans mon esprit. D'ailleurs, sinon, ça aurait été une cata générale. On l'a obtenu. Comme c'est bien, on ne le dit pas. Bon. Nous avons obtenu, et je vais repartir à l'assaut cette année, un blocage à 2,5% et non pas 3,5% sur les loyers. Hein, sur les loyers. Je pense que c'est très important. Nous avons, mais je ne veux pas le faire ici, pas le sujet, travailler sur ce qu'on appelle le BQP+, c'est un nom horrible, mais j'en parlerai devant la commission d'enquête que j'évoquais tout à l'heure, qui a obtenu sur des centaines et des centaines d'articles un plafonnement des prix qui est tout à fait en vigueur. Dire un mot aussi sur l'eau, sujet très compliqué en matière de prix, sur lesquels les règles européennes sont un peu difficiles. Il m'a fallu que je me fâche pour obtenir la possibilité d'apporter de l'eau de l'île Maurice à la Réunion, à Mayotte. Hein, on me dit mais c'est pas possible. Et là, je suis en train de me battre sur le même sujet pour importer de l'eau de la partie hollandaise de Saint-Martin à Saint-Martin, partie française. On a des règles européennes un peu compliquées, y compris quand les questions sanitaires doivent primer. Et puis, sur les transports aériens, je voudrais dire un mot, parce que c'est un de mes soucis budgétaires aussi, puisqu'on est en exécution budgétaire, sur ce que j'ai proposé au gouvernement qui m'a suivi sur les transports budgétaires, c'est de passer par l'ADOM. Passer par l'ADOM, parce que l'ADOM, c'est une structure qui peut travailler avec les collectivités locales, et le directeur général à mission, il le fait, et il voit les présidents de toutes les collectivités locales. C'est un organisme qui travaille avec les dotations budgétaires, mais qui peut travailler avec les dotations des crédits européens, qui peut gérer un peu mieux que la manière dont c'était géré avant. Et mon objectif est d'obtenir des crédits de l'ADEME d'ici 2 ans, doublés par rapport à ce qui était 2 ans avant, hein, en fonction de toutes les économies, etc. Et donc d'arriver à ce que ça fonctionne. Et sur les transports, pour l'instant, mon sujet est d'avoir des compagnies qui transportent des gens, ce qui n'est pas le cas évident. Hein, ce n'est pas du tout évident. Sur les charges sociales, pour répondre au rapporteur Baptiste, je crois, hein, sur les charges sociales. Oui, alors j'ai une position un peu différente. Je suis très content qu'on se trompe. Quand on se trompe dans le bon sens. C'est-à-dire que chaque année, on a des exos de charges qui sont supérieures à celles qu'on avait prévues. Je serais vraiment fâché si c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on ait des exonérations de charges qui soient inférieures à ce qui était prévu. Et j'espère que sur ces sujets,
on pourrait se tromper tous les jours, je serais très content. Je serais très content. L'emploi outre-mer est positif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a, effectivement, il y a des gens, on me dit oui, mais ça veut dire parce qu'il y a des gens qui ne s'inscrivent plus. Non, moi je compte le nombre d'emplois et le nombre d'exonérations sociales. Les gens n'ont pas décidé de ne plus s'inscrire à la NPE, là, à France Travail, juste parce que je suis arrivé. C'est une évolution. Comme partout, il y en a qui ne s'inscrivent plus, puis il y en a qui trouvent du boulot. Et ceux qui trouvent du boulot sont nombreux, puisque je n'arrive plus à estimer les charges sociales. Après, je voudrais dire deux choses. Un, vous dites, c'est très compliqué d'être, vous avez raison, d'être ministre de l'Outre-mer. On a un budget qui doit faire à peu près 3 milliards d'euros. Moi, je comptabilise l'idée que l'ensemble de l'État dépense 20 milliards d'euros. Donc, on est un peu plus de... On est au-delà des 10% que vous évoquez. Et c'est tout le boulot du ministère des Outre-mer que d'aller piquer l'argent là où il est. D'essayer de dire à la santé, faites-en plus, d'essayer de dire à l'énergie, faites-en plus, d'essayer de dire une espèce d'endroit où vous avez 12 territoires sur lesquels mon boulot est d'aller chercher des moyens pour aider ces territoires. Alors là où je vous rejoins, pardon, Monsieur le Président Baptiste, à 100%, c'est les postes à la DGOM. J'ai une commande de la part de mon ministre de tutelle qui est de dire faites-moi la demande pour en avoir plus. J'ai fait le point ce matin avant de venir. Je vais vous proposer un budget où je mettrai 15 postes de plus à la DGOM, qui sur 170, c'est pas mal. Ça fait quand même 8% peut-être, hein, 8-9%. Sans ça, j'y arrive pas. Je suis à la ramasse hein, sur le travail. J'ai honte de faire des réunions le dimanche soir à 10h. C'est pas bien, mais ouais, il me manque des postes. Il manque des postes dans quelques préfectures, pas toutes. Hein, pas toutes. Mais en tout cas, une de mes orientations, et je dois voir le ministre Gabriel Attal dans la première quinzaine de juin, au-delà des efforts qu'il demande à chacun sur les budgets, mais je vais y arriver, en supprimant des choses inutiles, c'est qu'il me les remette sur des postes, hein, en fonctionnement. J'ai besoin de postes en fonctionnement, je pense une quinzaine au ministère, et une petite dizaine répartie comme il faut outre-mer. Voilà un premier jet de réponse, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre. On va passer aux orateurs de groupe, et c'est dans les orateurs de groupe que je vous redonnerai la parole. Hein, d'accord. Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre délégué, Madame et Monsieur les rapporteurs spéciaux, chers collègues Lecamp, je vous nomme car je ne peux pas commencer mon intervention sans déplorer la faible affluence de la Commission aujourd'hui. Je trouve regrettable qu'aucun représentant de la majorité, du groupe Renaissance, du groupe LR, pour la NUPES, en dehors de vous, Monsieur le Président, et des rapporteurs spéciaux, aucun membre. Je trouve ça un peu dommage. Ça montre le manque de considération pour le travail des rapporteurs, pour le travail du ministre et pour nos Outre-mer de manière générale. Pour revenir à mon intervention, pour la mission Outre-mer, les crédits exécutés en 2022 atteignent 2,73 milliards d'euros. À ces dépenses budgétaires s'ajoutent surtout des dépenses fiscales qui sont près de 2,5 fois supérieures aux dépenses budgétaires de la mission. En 2022, le montant des dépenses fiscales s'établit à 6,9 milliards d'euros avec 30 dispositifs différents. Sur la défiscalisation devant favoriser l'investissement en Outre-mer, 2 dispositifs existent pour un manque à gagner d'environ 700 millions d'euros, ce qui nous apparaît relativement faible au regard des besoins en termes d'emploi et de création de richesses en Outre-mer. Ces 2 dispositifs sont les suivants: la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d'outre-mer et le crédit d'impôt à raison des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements d'outre-mer avant le 31 décembre 2025. La Cour des comptes déplore depuis des années l'absence d'évaluation de l'efficacité des dépenses fiscales outre-mer que nous appelons de nos vœux.
Il ne s'agit pas de remettre en cause l'ensemble des défiscalisations en outre-mer, mais d'analyser précisément l'efficacité de ces dispositifs. Ainsi, avec Marine Le Pen, en 2022, nous proposions une évaluation tous les 3 ans des dispositifs de défiscalisation, surtout sur les investissements, pour ajuster au mieux et éviter les effets d'aubaine. La Cour des comptes note que le coût de 4 dépenses fiscales n'est toujours pas chiffré, et pour 7 d'entre elles, seul un ordre de grandeur est disponible, entraînant de fait une fiabilité relative. Monsieur le ministre délégué, j'attire votre attention et je vous demande des réponses sur la relative faiblesse de l'effort des défiscalisations sur l'investissement productif, le manque d'évaluation des dispositifs et la nécessaire refondation de la défiscalisation pour se concentrer en particulier sur la défiscalisation sur l'investissement productif. Je vous remercie. Merci. Pascal Lecamp pour le modem. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur. Je ne vais pas dire chers collègues, c'est vrai que de la même manière, je regrette que c'est peut-être la première fois qu'en commission, on ait autant de rapporteurs que de députés. C'est assez peu arrivé. Cela étant, c'est un sujet que je suis professionnellement, que je suis depuis 2009-2010. Quand j'étais chez Business France, je m'occupais des territoires de Modène et je vais revenir à une petite question là-dessus. Mais je vous remercie pour ces introductions globales respectives, en particulier sur la réalisation du budget 2022. Et comme pour d'autres, en 2022, il a fallu faire preuve de flexibilité. Je pense notamment aux dispositifs concernant le chômage partiel et aux compensations d'exonération des cotisations de charges patronales qui participent de notre volonté de soutenir l'emploi, en particulier pendant cette période Covid. J'aurais simplement souhaité revenir sur le sujet qu'on a évoqué sur l'accumulation des restes à payer, de près de 2 milliards d'euros. Donc, ça pose question. Monsieur le ministre, pourriez-vous revenir sur quelques projets emblématiques, par exemple, qui auraient fait l'objet d'autorisation d'engagement, mais pas de paiement? Et peut-on s'attendre à ce que certaines de ces AE ne se transforment jamais en paiement? Voilà. Et puis, je voulais vous poser une question qui est plus personnelle, qui vient de mon ancien boulot, mais on avait signé la première convention avec le ministère des Outre-mer quand j'étais chez Business France, en 2010, pour soutenir les entreprises en leur donnant les prestations de l'EPIC public gratuites à l'étranger. On avait réalisé de belles opérations. Par exemple, le 6 bois de la Réunion était venu exposer sur le pavillon d'honneur de la France à Hanovre, le plus grand salon industriel du monde. C'était une enveloppe de 1 million d'euros de mémoire, sur 1 an, sur 2 ans, j'aurais du mal à dire. Ça a perduré au moins une dizaine d'années. Est-ce qu'elle existe toujours? Je ne la vois pas apparaître. Alors, est-ce qu'elle est dans le soutien aux entreprises en 138? Est-ce qu'elle a été fondue dans le fond avec l'AFD? Où est-elle? Certes, ça bénéficie essentiellement à la Réunion, qui est pratiquement la seule île à capacité exportatrice, mais je crois que c'est important de pouvoir continuer à accompagner. C'est plus difficile de faire de l'export depuis la Réunion que depuis Bordeaux, Toulouse ou Marseille ou Paris. Merci. Merci. Christian Baptiste pour le groupe socialiste. Il faut mettre le micro, collègue. Oui. Non, juste, je voulais rebondir sur l'inflation. Monsieur le ministre, c'est vrai que à plusieurs reprises, en disant que l'inflation progresse moins vite dans les départements d'outre-mer que dans l'Hexagone. Heureusement d'ailleurs. Mais je voudrais dire que ce n'est pas du tout un justificatif dans la mesure où nous avons des surcoûts. Et ce n'est pas un bon argument. J'ai eu l'occasion de l'entendre déjà. Nous avons des surcoûts et surtout nous avons des territoires d'outre-mer qui sont quasiment en triple insularité. Notamment, par exemple, la Guadeloupe. Je suis dans une circonscription où vous avez la Désirade, par exemple. Et au-delà de cela, vous avez des problématiques de transport qui se posent. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout, en fait, un justificatif, ou en tout cas, un argument qui pourrait dire que l'inflation augmente moins vite, parce que nous avons de réels problèmes. D'ailleurs, si nous le disons dans ce rapport, la loi sur l'égalité réelle, qu'elle soit mise en œuvre. Nous savons très bien qu'il y a effectivement des disproportions en termes d'infrastructures. Il y a des disproportions en termes aussi de relations même avec, on va y revenir tout à l'heure, notamment sur les problématiques d'ingénierie. Donc pour nous, ce n'est pas véritablement un argument qui puisse nous consoler. Voilà. Karine Lebon, au groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelques réactions rapides, Monsieur le Ministre, à vos propos. Vous mentionniez le SMA. Comment est calculé le taux d'insertion du SMA? C'est-à-dire, quelle période de contrat de travail est prise en compte pour dire qu'un jeune a été inséré? Il me semble que cette période-là n'offre même pas le droit aux allocations chômage. Je ne
pense pas qu'on puisse, puisque la période est trop peu importante, je ne pense pas qu'on puisse parler de réelle insertion dans ce cas-là. Vous parliez de création d'emplois en disant que nous étions des territoires très dynamiques en matière de création d'emplois. C'est vrai. Pour autant, notre taux de chômage reste bien supérieur à celui de l'Hexagone, donc on ne peut pas se féliciter de cela. En tout cas, on peut se... On ne peut pas se satisfaire. On ne peut pas se satisfaire, voilà. La Martinique, et vous avez raison, était le département le plus jeune de France il y a quelques années. Elle va bientôt devenir le département où il y a le plus de seniors. Donc cet exode de la population est effectivement très préoccupant. Concernant l'inflation, vous n'êtes pas sans savoir que la vie est plus chère en Outre-mer, que nous payons parfois nos produits au supermarché 2 fois plus cher que ce qui est vendu dans l'Hexagone. Alors quand vous avez une inflation à 6% et que vous dépensez 50 €, alors le prix final sera de 53 €. Mais quand le panier moyen est déjà de 100 €, vous pouvez avoir une inflation qui est inférieure. La somme dépensée, elle sera bien supérieure. Et c'est ça le problème. Vous ajoutez à cela que le taux de pauvreté est plus fort dans les départements outre-mer, et vous avez là quand même un problème. Le bouclier qualité-prix, je vous l'ai dit déjà en hémicycle, n'est pas suffisant à La Réunion. Il a été étendu aux produits de bricolage. Ce n'est, selon moi, pas assez. Merci. Bien, je vais vous repasser la parole, monsieur. Juste deux petits mots sur le fait qu'on est très peu aujourd'hui. Alors les mots qui peuvent être considérés comme des formes d'excuses, c'est le fait qu'on a remis quand même 2 fois cette commission, puisque vous aviez, c'est pas un reproche, hein, vous aviez une cérémonie et un déplacement en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi le fait d'observer que les rapporteurs représentent aussi leur groupe, donc ça relativise pour l'absence de la NUPES quand même. Mais ça, c'est le côté, on va dire, positif. Le côté négatif, c'est clair que c'est un souci, mais peut-être que ça explique aussi pourquoi, avec la surmobilisation des députés d'outre-mer lors du vote en budget, eh bien, il y a autant de textes qui soient passés, vu l'absence des autres. Voilà, c'est peut-être aussi ça qui est à noter. Monsieur le ministre. C'est peut-être que finalement les gens se rendent compte que ça va à peu près, j'ai pas dit bien, mais que ça va quand même à peu près. Là, ça serait vraiment beaucoup d'optimisme. Oui, mais je suis très optimiste. Je n'assume pas le bilan. Je suis très optimiste. Je vais commencer à l'envers. Pour répondre à Karine Lebon, le taux d'insertion RSMA est calculé au bout de 6 mois. Non, au bout de 6 mois, il y a une observation. C'est ça. Mais Quand j'ai dit. le contrat de travail. Non mais je dis qu'au bout de 6 mois, il y a une observation qui dit soit ils sont en insertion, soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. C'est pas ma question. Alors, vous me dites au bout de combien de temps on mesure? Je vous réponds au bout de 6 mois. Non, je vous ai dit quelle est la période de contrat de travail qui est prise en compte. Pour les allocations chômage? Non, pour le taux d'insertion de SMA. Combien de temps, au bout de 6 mois après, on vérifie que le jeune a eu ou pas un contrat de travail, mais quelle période de travail est retenue? 6 mois. Il me semble. On vous dit, il y en a 80 ou 70. Quelque chose Ou 78, on dit au bout de 6 mois, ils sont au travail. Mais je vais vérifier. S'ajoute sur le chômage, quelque chose dont on n'a pas non plus, c'est parfois ce que je regrette du Parlement, félicité, c'est que j'ai obtenu que les taux de chômage, que les prestations de chômage, les règles du chômage ne bougent pas cette année. Hein, c'est bien, c'est aussi la reconnaissance de ma part qu'il y a un taux de chômage qui n'est pas satisfaisant. Hein, sinon, on l'aurait fait. Donc je veux le saluer aussi. Sur le BQP, on peut en mettre toujours plus. Je veux dire, ce qui a changé sur le BQP, c'est que vous avez un certain nombre de produits qui n'augmentent pas. Qui n'augmentent pas. On dit ça bouge, sauf sur les produits du BQP, qui sont censés représenter un panier de consommation familiale satisfaisant. Alors on peut y mettre toujours plus. Je ne sais pas s'il y a il y a des produits qu'on pourrait mettre, mais je considère que les produits qui sont dans le BQP sont les produits de première nécessité. Et cela n'augmente plus. Et la différence, depuis que je suis arrivé, je m'excuse de le dire comme ça, c'est que ce n'est pas une fois par an qu'on définit le BQP, c'est que tous les mois, on essaye d'en rajouter. Les préfets ont instruction de rajouter tous les mois quelque chose de plus. Et ça me paraît important. Par exemple, aujourd'hui, c'est la compagnie
Air Caraïbes, c'est ça, hein, qui a annoncé que les billets étaient bloqués ou diminués pour un certain nombre de personnes pendant l'été. On discute tous les jours là-dessus. Ce n'est pas une fois par an et basta. Et je pense que c'est ça la grande nouveauté. C'est ça la grande nouveauté. SMA, c'est CDI ou CDD de plus de 6 mois. Pour répondre au président Baptiste, la double ou la triple insularité, hein, un vrai sujet. Vous avez effectivement un sujet dont tout le monde se préoccupe, c'est les billets d'avion entre Paris et les Antilles, on va dire, hein, ou Paris et la Réunion. La double et la triple insularité, c'est d'autres sujets. C'est d'abord le sujet des petits territoires. Il faut qu'il y ait des avions à Saint-Martin. C'est un de mes sujets de préoccupation. Je travaille tous les jours avec Air France pour qu'ils reprennent des vols plus nombreux. Il faut qu'il y ait des vols entre Wallis et Futuna. Sujet compliqué, ça nous coûte 3 millions par an, entre 2 et 3 millions d'euros par an. Il faut qu'il y ait des vols vers Saint-Pierre, 8 millions par an. Et je veux les augmenter, ça ne va pas. Hein, et ça va pas. Donc il faut qu'il y ait des vols vers Wallis. Hein, je dis pas entre Wallis et Futuna, vers Wallis. Et c'est pas terrible depuis que Air Calédonie International, avant faisait des Nouméa, Wallis, Papeete, ils ont supprimé l'escale de Wallis. Hein. Il y a donc une multiplicité d'abord de vols directs, hein, qui ne sont pas dans la double insularité, mais qui sont dans une insularité particulière. Et quand il y aura moins de 6 000 habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour trouver des compagnies qui le font, ça va être éminemment compliqué. Donc j'en reçois une la semaine prochaine. C'est d'abord ça mon sujet. Hein. Je le dis, y compris plus, je dis au président de la commission des finances de sauver les compagnies existantes. Air Austral a dû nous coûter 130 millions. Il y a 2 ans, on a dépensé 100 millions sur Corsair. Il m'en demande 140 aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions un peu plus pérennes. Hein. Simplement pour qu'il y ait des avions, parce qu'à la fin, on va faire tous les billets gratuits. Hein. Si on met 250 millions d'euros par an en défisque, un peu pyramide de Ponzi, hein, ça ne va pas le faire. J'ai le sujet de l'existence même d'Air Guyane. Et après, vous avez la double insularité, qui est celle entre Wallis et Futuna, qui est celle entre Saint-Pierre et Miquelon, hein, où vous avez 8 voyages par jour. Et pourtant, c'est le caractère même de la République de faire en sorte que ces voyages existent. Vous avez Cayenne, Maripasoula, puis Saint-Laurent-du-Maroni, où j'ai des difficultés à trouver, mais je remercie la DGAC, des contrôleurs aériens qui y aillent. C'est des problèmes de pistes à Maripasoula, hein, sur lesquels je salue l'effort de la collectivité territoriale de Guyane, qui a tout pris à sa charge, hein, tranquillement. Mais il faut qu'on refasse la DSP interne à la Guyane pour augmenter les vols de 21 à 28, notamment. Ça va pas. Hein, ça va pas. J'ai le nombre de vols entre Saint-Pierre et Saint-Jean-de-Terre-Neuve, le nombre de vols entre Saint-Pierre et Halifax. Tout ça, c'est nos sujets au quotidien et qui sont... Je discute de mes budgets avec le ministère de Clément Beaune pour l'année prochaine. Si on veut faire des choses, il faut s'y mettre. Hein, et il faut beaucoup de... Mais je vais compter sur la représentation nationale pour m'aider in fine pour avoir les moyens. Hein, donc les moyens d'investissement et les moyens de fonctionnement. Il y a un moyen de fonctionnement. Il y a 2 sujets que je voudrais rajouter. C'est celui de la desserte de Marie-Galante, qui ne me va pas du tout. On ne peut pas développer le tourisme à Marie-Galante s'il n'y a rien. Hein. Donc je suis en discussion avec le président Losbar pour qu'il y aille un peu tant en avion qu'en bateau. Ça ne marche pas. Sans parler de la desserte maritime de Saint-Pierre et Miquelon. Voilà ce que je peux vous dire. Les investissements seront pris. Hein ? Et la Désirade.
Mais si j'arrive à faire la petite DSP sur Marie-Galante, on l'étendra assez facilement sur la Désirade. C'est un vol par jour. Sur les restes à payer, c'est le sujet de l'exécution budgétaire, notre capacité, je vais renvoyer notre capacité à faire dépenser l'argent, hein, en assistance technique. On met beaucoup d'argent en direct et il est dépensé. On met beaucoup d'argent en subvention, en participation à l'action des collectivités locales. Je préfère dire cela comme ça, puisqu'on le fait d'un commun accord. Hein, et là, on a un vrai sujet d'assistance technique. C'est mon sujet numéro 1. Pour répondre au Front National, l'évolution des dépenses fiscales est un vrai sujet. J'ai donc demandé et obtenu une lettre de mission co-signée du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Économie, des Finances, et, je ne sais pas comment on dit derrière, de la souveraineté industrielle, pour avoir une analyse précise de l'évaluation des exonérations fiscales, exonération Girardin notamment. À ce stade, c'est 600 millions d'euros par an. On est bien descendu du sommet. Mon sujet, c'est que ces 600 millions d'euros soient donnés, d'une part, avec un minimum de trucs ahurissants. Par exemple, on subventionne pour faire un hôtel sur la parcelle A, et sur la parcelle B à côté, on ne donne pas d'exo pour la réhabilitation. C'est une espèce d'originalité. Il y en a tout un tas de choses comme ça. Pour éviter toute défiscalisation de confort, dans l'année 2022, on a défiscalisé une seule Alpine. Donc ça va. Renault Alpine. On les compte, hein, on les regarde. Mais je pense qu'il faut tout centraliser sur la défiscalisation de création de valeur et la défiscalisation culturelle. Donc je pense que c'est la même chose que la création de valeur. La mission est en cours. Elle va rendre ses conclusions dans les semaines qui viennent. Ces conclusions seront essentielles pour parler de l'ensemble de la fiscalité, octroi de mer, TVA, assise sur les alcools et les cigarettes, et fiscalité sur l'énergie. La réforme que je propose au gouvernement et à Madame la Première ministre, c'est une réforme d'ensemble sur laquelle il y a nécessairement un focus fiscalité pour que cette défiscalisation soit utile. C'est beaucoup d'argent, dépenses fiscales, dépenses d'exonération sociale. Finalement, je ne suis pas pour les bouger, je dis créer de la valeur. Les dépenses d'exonération de cotisation sociale augmentent très très vite. Très très vite. Faut-il toucher cela ou pas? Je pense que c'est une réflexion globale. Il faut en parler avec les élus. Et donc on fait une réflexion globale. Je voulais dire que, monsieur le député, sur les restes à payer, on essaye en 2023 de faire une opération vérité sur le budget. Hein, une opération de vérité sur le budget. Moi, je trouve un truc un peu consolidé, un peu ancien, quoi, hein, on dépense parce qu'on a toujours dépensé. J'espère bien avoir des choses nouvelles, mais ça veut dire qu'on balaye un peu. Juste un mot sur les dépenses budgétaires. Nous sommes en pleine négociation sur deux sujets avec le ministère des Finances, enfin une avec le ministère des Finances, l'autre avec l'ensemble de mes collègues, des administrations. C'est le budget 2024. Oui, 24. J'essayerai d'être bon élève. Non pas en réduisant les dépenses, mais en réduisant les dépenses inutiles. Ce qui n'est pas la même chose. Et puis, le contrat de plan, ce que moi j'appelle désormais à nouveau le contrat de plan et non pas le contrat de convergence et de transformation. Pas de raison de changer les choses. Où j'espère bien avoir de très bonnes nouvelles. Il me reste à conclure avec le ministère des Transports. La bagarre est forte, solide. Les discussions sont d'une franche camaraderie, mais c'est vous qui avez parlé des transports.
Et Baptiste, c'est là-dessus que la bagarre se noue. Hein. Mais elle se noue pas mal, j'espère bien, ça dépend comment on compte, avoir une hausse forte de mes crédits d'investissement, c'est de l'investissement, hein, au contrat de plan. Réponse vers le 3 juillet, où j'aurai bouclé, Madame, Messieurs les parlementaires, bouclé l'enveloppe qui me sera allouée sur les contrats de plan. Baptiste, tu veux dire un truc? Monsieur Baptiste, allez-y, mais après, il faudra qu'on accélère parce qu'on a encore... Je vous en parlais des heures. Hein. Je sais bien, mais on a... Non, juste pour dire à Monsieur le ministre, lorsqu'on parle de double et de triple insularité et qu'on parle effectivement de continuité territoriale, c'est totalement lié. D'ailleurs, en fait, la démonstration qui a été faite par Monsieur le ministre, c'est la problématique même de la continuité territoriale. Il y a bien un rapport entre cette double insularité et les surcoûts. Prenez quelqu'un qui doit aller dans une audience, qui part de la Désirade, premièrement, qui doit payer le transport, mais qui ne peut pas revenir tout de suite le soir, et donc il doit payer un hébergement. Donc c'est là qu'on parle de surcoût. Et justement, donc c'est bien la problématique même de continuité territoriale qui se pose. Alors c'est vrai que si on arrive à améliorer les moyens de transport, tant aériens qu'au niveau maritime, ça aussi, ça peut engendrer moins de coûts et obliger parfois certains compatriotes à faire un aller-retour plus rapide qu'au lieu de rester parfois sur une île et de payer un hébergement supplémentaire en plus du transport. Ok, merci. Non, on ne répond pas. Il n'y avait pas de question, il y avait une affirmation, comme ça. Vous voulez conforter dans son affirmation. Oui, allez-y, confortez-le en quelques secondes, parce Oui. que... Si vous voulez, pour aller de Paris à Saint-Pierre, je me déplace toujours dans les avions de ligne. Là, j'ai été obligé de demander un avion de l'ETEC parce qu'il me fallait 2 jours et demi pour aller à Saint-Pierre. On est obligé de coucher à Halifax, à l'aller comme au retour. Donc voilà, le ministre est d'accord avec la réflexion de Christian Baptiste, c'est un point de prix. Voilà. Merci, et la vidéo fera foi. Hein, nous arrivons au second temps, je sais bien, second temps de la discussion de notre CPP qui va s'intéresser à l'évaluation des dispositions d'ingénierie proposées aux collectivités territoriales ultramarines. Nous allons entendre les rapporteurs spéciaux qui ont la parole pour 10 minutes. À vous. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre sujet d'évaluation, à savoir le déficit en ingénierie des collectivités territoriales ultramarines, est malheureusement une des difficultés récurrentes constatées dans la quasi-totalité des territoires. Qu'est-ce que l'ingénierie? Il s'agit des capacités d'expertise, par exemple, pour la mise en œuvre d'un projet, mais aussi des capacités à maîtriser les processus administratifs, comme la commande publique, le bon maniement des subventions, etc. Ce n'est pas un sujet propre aux collectivités ultramarines. L'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la NCT, aide par exemple en ce sens toutes les collectivités et pas qu'en Outre-mer. Mais la question est très prégnante dans nos territoires. Avec ma collègue, Karine Lebon, nous avons, semble-t-il, mis le doigt sur un point sensible, puisque toutes les personnes que nous avons auditionnées, je dis bien toutes, ont insisté sur le caractère fondamental de ce sujet. Et voici quelques raisons. Le déficit de la capacité d'ingénierie constitue l'origine principale des difficultés de mise en œuvre des projets planifiés par les collectivités au sein de leur programmation pluriannuelle des investissements. Nous allons vous en donner un exemple sur le programme de conditions de vie outre-mer. L'immense majorité des crédits sont des crédits d'intervention. Cela veut dire que ce n'est pas l'État qui dépense directement l'argent. Ces transferts sont majoritairement des transferts aux collectivités territoriales. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les projets tardent et peinent à sortir de terre. C'est votre expression, Monsieur le ministre, pendant le projet de loi de finances. On vous assure que l'argent est là. Ce n'est pas le problème. Non, en effet, ce n'est pas le problème. Mais nous estimons que pour atteindre l'objectif de convergence fixé par la loi de 2017 pour l'égalité réelle dite loi EROM, il est aussi de la responsabilité de l'État de faire en sorte que les collectivités territoriales ultramarines soient en mesure de dépenser cet argent. Sinon, nous resterons au même point. Et je passe la parole à ma collègue.
Après cette introduction de mon collègue, je poursuis en commençant par dire que des dispositifs existent déjà, bien entendu. Ce problème est identifié depuis plusieurs années. L'État, par ses services déconcentrés et ses opérateurs, met en œuvre beaucoup de choses, et pas que sur la mission Outre-mer. Nous avons voulu expertiser ce qui existe, échanger avec les exécutifs locaux pour entendre leurs ressentis. Nous avons entendu en audition les préfets de nos territoires respectifs, la Guadeloupe et la Réunion, et ceux de Mayotte et la Guyane pour les 2 plateformes d'ingénierie à caractère précurseur. Nous avons également entendu des associations de maires. De plus, nous avons auditionné les opérateurs suivants, l'Agence française de développement, l'AFD, qui gère le fonds Outre-mer avec des crédits inscrits à la mission Outre-mer, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le CEREMA. Nous avons également entendu le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, pour évoquer les questions de formation notamment. Monsieur le ministre, chers collègues, voici nos conclusions. Premièrement, le besoin de renforcement de l'aide en ingénierie a fait consensus auprès de toutes les institutions auditionnées. Oui, les collectivités ultramarines présentent des fragilités, un problème d'attractivité dans certains territoires, comme Mayotte, un turnover important, une surreprésentation souvent des catégories C et B, un encadrement intermédiaire souvent insuffisant, et on nous a même signalé un phénomène de concurrence quant au recrutement de personnel bénéficiant de compétences techniques et administratives entre collectivités. Or, nous avons constaté que les procédures sont très complexes. Le montage de dossiers pour répondre aux appels d'offres est particulièrement ardu. Deuxièmement, l'offre est vaste, mais mérite des aménagements. Il faut impérativement mieux coordonner, mieux organiser. Nous avons constaté avec grand étonnement qu'il n'existait pas pour l'instant de répertoire général. Les maires l'ont déploré. Ce travail, l'ANCT est en train de le faire et nous nous en réjouissons. Cela jouera pour plus de clarté. Troisièmement, l'offre est vaste, mais il y a des trous dans la raquette. Pour commencer, les maires nous disent que, vu le caractère technique des appels à projets, par exemple, ils ont besoin d'une aide plus en amont. Ensuite, il manquerait une aide au plus long cours qui aiderait la collectivité à développer ses capacités internes pour un travail à long terme. Ce constat étant fait, nous vous proposons, Monsieur le ministre, chers collègues, une 12aine de recommandations. Pardon. Tout à fait. Donc je continue. Donc ce constat étant fait, nous vous proposons, Monsieur le ministre, chers collègues, une 12aine de recommandations. Avant tout, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est que l'aide apportée par les opérateurs ou les services déconcentrés de l'État ne doivent en aucun cas entraver la libre administration des collectivités territoriales et se substituer à la capacité décisionnaire des collectivités. Les associations des maires auditionnées nous ont indiqué que la frontière est parfois ténue. La seconde remarque, la voici. Nous avons entendu en audition de la part de la Cour des comptes quelque chose qui ressemblait à ceci. Il faut arrêter de mettre de l'argent là où on sait que l'argent ne sera pas dépensé. Pour nous, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Les territoires ont besoin de ces crédits. Je ne vais pas vous dire la liste des retards par rapport à l'Hexagone, du besoin de logements sociaux, ou besoin en école à Mayotte, où les classes sont partagées entre 2 niveaux, matin et après-midi, faute de mieux. L'État a un devoir d'accompagnement des territoires. Il faut tout faire pour renforcer l'accompagnement de ces collectivités pour que les dispositifs soient connus et correctement utilisés. Voici nos principales recommandations. La première recommandation, c'est de mieux coordonner les moyens existants. Les élus nous disent, en effet, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas assez ordonné. Nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner. Il faut mieux coordonner. Et coordonner autour des services de la préfecture. Pour nous, cela va de pair avec une généralisation des plateformes qui proposent à la fois de l'ingénierie de projet et de l'ingénierie technique et qui savent orienter les collectivités vers les opérateurs qui peuvent les soutenir. Et je passe la parole à ma collègue. Oui, je vais poursuivre d'abord en réaction à vos propos, Monsieur le ministre, concernant les dépenses inutiles. Ce n'est pas parce qu'une enveloppe n'est pas consommée qu'elle est inutile. C'est peut-être que les crédits sont mal adaptés, et on l'a vu tout à l'heure, notamment sur le montage des dossiers. À cet effet, je reprends la critique des élus, exprimée par mon collègue, qui nous disent que l'offre n'est pas tout à fait adaptée à leurs besoins, qu'il y a certes de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage,
mais que pour candidater au financement ou à l'envoi d'un chargé de mission dans le cadre du fonds Outre-mer, eh bien, il faut monter un dossier pour lequel il faut déjà avoir de l'ingénierie. Donc c'est assez kafkaïen, vous en conviendrez. Nous recommandons donc également un approfondissement de l'aide au tout début du projet. Parmi nos recommandations, nous appelons aussi à mieux faire connaître les offres de formation du Centre national de la formation professionnelle. Nous encourageons aussi les démarches des préfets qui mettent en place des formats innovants sur leur territoire pour favoriser la transmission de compétences. J'en viens maintenant au contrat de convergence et de transformation qui s'achève. Les prochains contrats seront bientôt lancés pour 2024. Pour nous, c'est le moment ou jamais de mieux les utiliser pour des actions d'ingénierie. Les derniers CCT n'ont pas été entièrement consommés, loin de là. Plusieurs intervenants nous ont dit que certaines actions étaient trop complexes, sans ingénierie adaptée. Alors peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs, pardonnez-nous l'expression, et qu'il faut le corriger pour les prochains CCT. Parmi nos recommandations, il y a aussi l'urgence d'engager une réflexion sur le retour des forces vives dans les territoires. Ces forces vives qui ont quitté les territoires pour se former en hexagone, cette question dépasse le sujet de l'ingénierie, elle est elle aussi primordiale. Monsieur le ministre, nous avons 2 questions. La première, où en sont les discussions interministérielles pour autoriser une participation d'Expertise France, filiale de l'AFD, au programme d'ingénierie? Plusieurs intervenants nous ont signalé qu'Expertise France pourrait utilement compléter l'offre mise en œuvre par l'AFD, par exemple pour le fonds Outre-mer. La seconde est la suivante. Pouvons-nous espérer voir au cours de la prochaine discussion budgétaire des crédits pour un déploiement généralisé des plateformes d'accompagnement territorial? Nous vous remercions. Monsieur le ministre, à vous. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Monsieur les députés, nous en discutions à l'instant. Les données récentes d'exécution budgétaire sont encourageantes, mais on l'a tous constaté ensemble, il reste des sous à consommer, ça pose la capacité, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, notre capacité collective, je ne fais pas de différence entre les administrations des collectivités locales et celles de l'État, puisqu'on définit les projets ensemble, la question de la capacité à concrétiser les projets engagés. Cette problématique se rencontre au-delà de votre mission pour l'ensemble des dispositifs mis en œuvre par les ministères et aussi pour la gestion des fonds européens, l'exemple de Mayotte étant tout à fait symbolique. Face à cette situation, le diagnostic me semble partagé, vous l'avez dit. En tout cas, je partage votre conviction sur la nécessité de renforcer les moyens d'ingénierie mis à disposition des territoires d'outre-mer afin de leur permettre de mener à bien les opérations structurantes nécessaires à leur développement. Il s'agit d'une problématique d'ensemble et donc il convient d'agir à plusieurs niveaux. Premièrement, ce déficit d'ingénierie est lié à des difficultés intrinsèques à beaucoup de collectivités ultramarines. La solution, ce n'est pas que l'État amène, c'est que chacun après puisse se prendre en main. La solution in fine. Beaucoup de collectivités peinent à mener à bien leurs projets du fait du faible taux d'encadrement qui les limite dans la capacité à concevoir les projets, mais aussi à les mettre en œuvre et à regarder les financements. Les difficultés financières de beaucoup d'entre elles liées à une masse salariale trop élevée, vous le savez, par rapport à leurs recettes, pour des raisons dont on pourrait discuter, mais sur lesquelles on est plutôt d'accord. Mais enfin, dans les faits, c'est comme ça. Une masse salariale trop élevée par rapport à leurs recettes, ça limite la capacité à recruter des agents de catégorie A dont elles ont besoin. L'image absolue étant les effectifs dans les hôpitaux de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France. Mais ça se passe bien, la réintégration et le départ volontaire. Une première réponse à ce déficit d'ingénierie résulte donc dans l'amélioration de la situation financière des collectivités locales. C'est le sens en particulier de la démarche des quorums que j'ai évoquée tout à l'heure et que nous proposons, dont une des valeurs ajoutées, justement d'inclure un volet d'assistance technique pour aider les communes signataires à améliorer leur gestion et à retrouver les marges. Et cette année, grâce au vote de l'Assemblée, nous augmenterons le nombre de bénéficiaires de quorum au-delà du SMEAG d'une petite dizaine et les négociations sont en cours. Dégager des marges financières pour recruter plus d'agents plus qualifiés, c'est la première condition. Ce n'est pas suffisant. Le vivier en matière d'ingénierie est aujourd'hui trop limité dans les territoires. Face à cette situation, il faut à mon sens agir sur la formation des agents des collectivités. De beaux parcours de progression de catégorie CAB, de B1A sont possibles,
Le CNFPT, que je rencontrerai dans les jours qui viennent, le rendez-vous est pris, a un rôle essentiel à jouer sur cette promotion et cette formation des agents sur place. Et je souhaite signer un contrat fort avec le CNFPT, quitte à y mettre un peu d'argent, que vous me donnerez lors de la discussion budgétaire. Deuxièmement, l'offre privée d'ingénierie peine à émerger. Une partie de l'explication réside dans les difficultés financières de leurs principaux clients, les collectivités, dont les délais de paiement fragilisent leurs prestataires. Nous essayons, c'est difficile, mais je pense qu'il y arrive au SIOM, de créer, ça vaudra pour ces prestataires de conseil, si j'ose dire, un système d'affacturage inversé où tout titulaire d'une créance sur une collectivité locale pourrait se retourner vers un organisme ad hoc qui le paierait, cet organisme ad hoc, dont les créances seraient garanties par le ministère, se retournerait vers le débiteur tranquillement. Je crois que c'est de nature, là aussi, à rassurer un certain nombre de sociétés privées et un certain nombre de fournisseurs des collectivités locales, mais aussi des hôpitaux. Dégager des marges de manœuvre pour recruter des agents plus qualifiés, première condition, pas suffisante. Et donc, CNFPT, offre privée d'ingénierie que l'on puisse payer. La mise en place de politiques d'attractivité pour faire venir les cadres qualifiés dans les Outre-mer est également nécessaire, que ce soit pour les cadres du public comme du privé. C'est ce dont nous discuterons dans la PPL, la DOM, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, mobilité, peu importe, continuité territoriale. Je travaille avec le nouveau directeur général de la DOM, avec les présidents de collectivités locales, pour que le retour, c'est du MIDOM inversé, si vous permettez, le retour de compétences puisse se faire grâce au financement de la DOM, dont j'ai dit tout à l'heure que j'espérais le doubler en 2-3 ans. Après, les dispositifs d'aide à l'installation devront être mis en place par les collectivités régionales, pas par le DOM, dont c'est la compétence. Je ne me substituerai pas dessus, je veux bien avoir la problématique de retour inversé, si j'ose dire, mais pas l'accueil sur place. L'État, quant à lui, intervient aujourd'hui par le dispositif Cadre d'avenir, je le répète, encore récent, mais qui donne des premiers résultats prometteurs. Des étudiants, des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés, accompagnés financièrement pour effectuer une formation universitaire avec obligation de revenir. Il reste encore 2 territoires qui ne sont pas couverts, pour être honnête, je ne sais plus lesquels, qui sont tous couverts sauf 2. Et dans le cadre des missions de la DOM nouvelle, dont je parlais, je souhaite que la DOM se positionne sur cette aide à l'installation pour les porteurs de projets créateurs de valeur, créateurs de valeur outre-mer. Enfin, et c'est mon sujet principal, face au déficit d'ingénierie des collectivités outre-mer, l'État propose des outils d'assistance technique qui sont à peu près incompréhensibles. La finalité est double: combler le déficit d'ingénierie pour mener à bien les projets d'aujourd'hui, mais aussi former les agents des collectivités pour qu'ils puissent mener les projets de demain. L'assistance technique a permis d'atteindre des résultats que je trouve encourageants mais insuffisants, notamment ce qu'on appelle le fonds d'outre-mer, l'outil du ministère en la matière doté de 10 millions d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Ces dispositifs d'assistance technique sont nombreux, leur coordination pourrait être améliorée. J'en suis convaincu. Le renforcement des moyens d'ingénierie des collectivités est un axe de la politique que j'entends avec Gérald Darmanin mener sur l'ensemble du territoire. Ça prend un peu d'ampleur avec la mise en place récente de l'ANCT, qui a vocation à jouer un rôle de chef de file, mais son positionnement ne me semble pas, je le dis, adapté à nos sujets et aux problématiques d'outre-mer. Elle propose en effet une offre d'ingénierie pour l'amont des projets sur des durées courtes. Ce n'est pas ce dont on a besoin. En tout cas, ça ne suffit pas. En outre-mer, le besoin d'ingénierie se situe effectivement en amont, mais au stade de la conception, en aval au stade de la mise en œuvre, au stade des financements. Le besoin est également d'avoir des prestations longues et non pas des prestations courtes et profiter de l'inclusion des personnels sur les territoires. Et donc, on a des problèmes de recrutement. Mon sujet, que j'essaye de défendre, et je pense pouvoir l'emporter, mais ce n'est pas très simple parce que le ministère des Affaires étrangères n'est pas favorable à ma proposition, c'est de créer des centres d'expertise France
d'Expertise France, doté de moyens personnels pérennes, au moins 3 ans, de la part de l'AFD ou du CEREMA, installés, pense à La Réunion, au moins dans 3 centres, au moins Guyane, Martinique, Guadeloupe, peut-être qu'il en faudra 2, et Réunion, de manière à avoir une offre d'ingénierie sans appel d'offres, parce que chaque fois que vous faites une ingénierie quelque part, il faut refaire un appel d'offres, vous perdez 6 mois. Et pour autant que ça ne marche pas, vous en perdez 6 mois de plus. Donc l'idée, c'est d'avoir, c'est notamment une des propositions fortes du CIOM, d'avoir ces dispositifs présents, sur place, mobilisés librement à la demande des collectivités. Peut-être, bon, ça ne veut pas dire que ce sera gratuit, mais au moins ça sera là et sans appel d'offres. J'insiste sur ce sans appel d'offres, parce que sinon ça ne fait pas. Les réflexions et au-delà, les arbitrages sont en cours pour mobiliser en ce sens Expertise France, qui aujourd'hui intervient dans les États étrangers. Et pour tout dire, je comprends assez mal puisque je paye tout, les interrogations de la part du ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes sur ce sujet, mais les derniers SMS que j'ai, échange de SMS que j'ai eu avec Matignon, me laisse bon espoir qu'on y arrive. Je pense que c'est la solution. Le reste, on fera mieux, mais là, on aura une vraie solution durable. Et je m'oppose à ce qu'on me dise, faites-le comme une expérience pendant 2 ans quelque part. C'est partout ou nulle part. Voilà les réponses que je peux vous faire. Bien. Mais on a un vrai combat. Alors merci d'une part aux 2 rapporteurs. Je trouve que le rapport est très concret. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des réponses concrètes, d'ailleurs du ministre, dont je salue la non-langue de bois. À la fois sur la question de généraliser les plateformes d'ingénierie et puis mettre en œuvre des mesures d'incitatif pour faciliter l'installation, voire le retour d'agents publics dans leur territoire ou département d'origine. Et puis je suis aussi satisfait de voir le rôle que vous proposez pour le CEREMA, qui me semble tout à fait opportun. Et merci, Monsieur le Ministre. On peut être médiateur, si vous voulez, la Commission des finances, dans les problématiques entre les ministères. Ce serait intéressant. Voilà, merci pour les réponses que vous donnez. Je passe la parole à Aymeric Salmon. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur spéciaux, je vais juste intervenir rapidement. Déjà, je trouve que votre rapport est effectivement, comme l'a souligné Monsieur le Président, de très bonne qualité et décrit assez bien l'ensemble de la problématique. Sur la formation, je pense que vous avez effectivement raison. Je pense qu'il faut accentuer la formation locale, parce que avant de penser à faire revenir, je reparlerai après des mesures incitatives que vous suggérez, mais effectivement, rapprocher la formation des Outre-mer, je pense que c'est le point le plus important pour pouvoir avoir effectivement le volant d'agents nécessaires à répondre aux besoins. Et moi, j'ai juste une petite remarque sur 2 mesures incitatives que vous présentez, alors qui ne sont pas contradictoires, mais que je trouve l'une va avec l'autre. Et je voulais juste vous poser une question. La première, c'est sur les mesures incitatives pour faciliter l'installation des agents publics dans les territoires ultramarins. Donc, vu le besoin, effectivement, je comprends tout à fait qu'il faille mettre des moyens et que votre mesure incitative est bonne, mais je trouve qu'elle englobe déjà la dernière que vous précisez, qui est de réfléchir à un dispositif facilitant le retour des forces vives dans les Outre-mer, dans leur territoire d'origine, parce que pour moi, si on incite des agents publics à aller travailler en Outre-mer, cela englobe aussi ceux qui sont d'origine des Outre-mer et qui sont actuellement dans l'Hexagone. Je pense que si on compare à un autre territoire, à des territoires de métropole, on trouverait que ça n'aurait pas de sens d'inciter quelqu'un d'un département à aller forcément dans ce département s'il en est d'origine. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet sur les mesures incitatives, comme vous le proposez, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un besoin de rajouter. Alors ça, c'est mon point de vue. Vous allez peut-être dire que la vision est différente en Outre-mer. Moi, je reconnais humblement que je n'ai pas la totalité des contraintes liées à l'outre-mer. Voilà. Merci. Monsieur Lacresse du groupe Renaissance. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, cher collègue. Arrive.
Oui, pardonnez-moi, Monsieur le Président, pour mon retard. J'arrive de Lorraine, qui n'est pas très éloignée, mais même s'il était intégré bien après la plupart des territoires et départements d'outre-mer, c'est la juridiction française, sauf ceux du Pacifique. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs spéciaux, vous remercie effectivement pour le choix de ce thème qui est important. Comme vous le rappelez, dans votre rapport, le CEREMA constate une demande explosive de projets d'infrastructure. Étant moi-même rapporteur spécial pour le budget de l'énergie et notamment l'électrification en ultramarin, nous connaissons l'effort qu'il faut réaliser. La Commission des finances est particulièrement intéressée par cette problématique de l'ingénierie dans la mesure où c'est la loi de finances pour 2021 qui a créé les quorums que vous avez mentionnés tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Ces contrats ont été créés donc en 2021 avec un but sur une enveloppe de 30 millions d'euros sur 3 ans, avec le but non seulement de redresser les finances publiques, vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, du déséquilibre entre la masse salariale et les besoins de dépenses, mais aussi pour apporter un appui technique avec l'envoi d'experts et une ingénierie. Ces 3 contrats ont été signés dès l'année 21 et une dizaine d'entre eux supplémentaires viennent d'être mentionnés par vous. Certes, le besoin d'ingénierie est fondamental, notamment d'une offre privée. Vous avez parlé de la facturage possible avec des organismes ad hoc. Et donc ma question porte effectivement sur les délais de paiement. S'il est possible à l'État de réorienter la façon dont fonctionnent les quorums, même s'ils sont de création récente, et de faire en sorte que les délais de paiement, qui sont évidemment un problème pour développer une offre d'ingénierie privée, pourront obtenir un soutien et jouer un rôle en tout cas dans le développement de l'ingénierie. Merci. Merci. Pascal Lecamp pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Chers collègues rapporteurs, vous avez choisi un sujet très intéressant. En tant qu'élu local d'un territoire rural et ancien maire jusqu'à il n'y a pas longtemps d'une petite ville de demain, je crois comprendre en partie les problématiques d'ingénierie que vous évoquez et que rencontrent les Outre-mer. Les opportunités manquées sont nombreuses. Même lorsque la volonté et les idées sont là, lorsqu'on manque de têtes bien formées et rompues aux procédures administratives et de financement, de gestion de projet territorial, c'est difficile. Monsieur le ministre, comment le programme Petite Ville de demain fonctionne-t-il en Outre-mer ? Nos rapporteurs ici, rapporteurs spéciaux, évoquent des conditions privilégiées de mise en œuvre par la NCT. Quelles sont-elles exactement ? Et répondent-elles aux besoins locaux ? Combien de villes sont concernées en Outre-mer sur le programme Petite Ville de demain sur les 1500 qu'on a en France environ ? Quelle forme prennent les plateformes d'appui aux collectivités locales et comment peuvent-elles être renforcées pour permettre un meilleur accès à l'information, une différenciation claire des acteurs et un accompagnement du début à la fin d'un projet, de son idéation à sa réalisation ? Je vous remercie. Merci. Christian Baptiste pour le groupe socialiste. Oui, nous avons choisi cette thématique concernant l'ingénierie parce que c'est un sujet crucial et surtout, il nous est reproché souvent dans les territoires d'outre-mer, dits d'outre-mer, que des crédits ne sont pas consommés ou en tout cas des projets n'avancent pas. Eh bien, cette non-réalisation de projets ou de crédits consommés est liée justement à cette ingénierie. D'ailleurs, le rapport qui a été établi on constate très bien dans la première partie fait ce constat et dans la troisième partie toutes les préconisations et les solutions que nous apportons pour pouvoir faire en sorte de pallier à cette difficulté de non-consommation de crédit. Donc, c'est vrai que c'est un réel sujet. C'est une des causes aussi fondamentales de cette non-consommation de crédit. Et pour ce faire, nous disons qu'il y a une multitude, c'est vrai, d'accompagnement, une multitude de plateformes, d'agences, de guichets, mais il sera important de mutualiser, de coordonner tout ceci. Et au-delà de cela, c'est vrai que j'ai été aussi maire d'une commune de 24 000 habitants pendant 8 ans. Nous avons été éligibles aux petites villes de demain, au PVD. Il est important, au-delà... Ouais. C'est spécifique, voilà. Donc voilà, ça répond à une de vos questions, avec effectivement la possibilité d'avoir financé par l'État un chef de projet. Mais surtout, au-delà effectivement de la formation dont nous avons parlé,
très important, mais aussi en interne, il est important de faire en sorte que nos agents de catégorie B puissent aussi monter en puissance pour avoir des responsabilités. Merci. Karine Lebon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier nos deux collègues qui étaient là depuis le début et saluer aussi l'arrivée de nos collègues qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu arriver à l'heure. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Je voudrais réagir à certains propos, surtout pour vous expliquer aussi l'objet de ce rapport. Il nous semblait important, quand on voit que les économistes, tous les économistes nous disent que même le département d'outre-mer le plus développé accuse un retard de 15 ans par rapport à l'Hexagone, il nous semblait important de parler de l'ingénierie. Et la question de la formation, elle a été prégnante dès le début. Rapprocher la formation de nos territoires d'outre-mer, c'est éviter autant de déplacements, de déracinements auxquels notre jeunesse est souvent exposée. Et c'est pourquoi nous avons aussi souhaité auditionner le CNFPT. S'agissant de l'attractivité, il était important pour nous de faire le distinguo entre développer des processus d'attractivité envers certains territoires ultramarins qui souffrent d'un dépeuplement. La Martinique, Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, perd 500 habitants chaque année. On ne peut pas avoir les mêmes réponses quand on s'adresse aux territoires de la Martinique ou aux territoires mahorais qui souffrent vraiment de problèmes d'attractivité que quand on s'adresse par exemple au territoire de la Réunion qui n'a pas de problème d'attractivité mais qui compte très peu de cadres A en responsabilité réunionnais. Les études de l'INSEE nous montrent que ces forces vives du territoire sont sous-employées par rapport à leur niveau de diplôme. Et c'est pourquoi nous avons insisté sur le retour sur le territoire d'origine des travailleurs ultramarins. Donc voilà, j'espère avoir fait d'une pierre deux coups, répondu à vos questions et m'être exprimée au nom de mon groupe. Monsieur le ministre, en essayant d'être concis, parce que pour tout vous dire, on a un article 88 qui suit, donc on n'a pas beaucoup de temps. Merci, Monsieur le Président, je vais essayer d'être bref. Tout le monde est d'accord sur l'aide à l'ingénierie, appelons ça comme ça, n'est pas suffisante. Beaucoup font des efforts. Nous, on met 10 millions, tout le monde s'y met. Il y a la NCT. Alors, essayez de lire en vous écoutant le dispositif NCT. Je pense qu'il me faudrait une assistance technique pour comprendre ce qu'ils veulent me dire. Donc, il y a trop de missions, trop divers. Chaque fois, il faut des appels d'offres, des trucs. Je répète que la solution, elle me semble double. D'abord, un mot quand même, vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est Jean-Baptiste ou vous-même, il faut faire attention quand on parle d'assistance technique à la manière dont est reçue cette assistance technique. Elle marche très très bien en SMEAG, mais ça a été un peu compliqué au début, hein, vous le savez. Et maintenant, je pense qu'on y est, chacun a fait les efforts suffisants, on est parti correctement. Donc attention à la manière dont est reçue l'assistance technique, il faut que les mecs ils soient assez bons. Deuxièmement, pour qu'ils soient bons, il faut développer la capacité locale d'ingénierie. Hein, c'est tout l'idée de la formation, du programme cadre d'avenir, notamment, et de la formation qui doit être là. Et moi, je pense que la solution, c'est en tout cas ma conviction, et c'est sur quoi je me bats, j'entends tout ce que vous dites, mais je veux des choses simples. Et moi, ce que je veux, c'est des cellules, des plateformes d'expertise France, sans appel d'offres, avec des gens de l'AFD, des gens du CEREMA qui soient installés localement, qui en plus est une mission de formation des cadres locaux, dès qu'ils interviennent au profit d'une collectivité locale pour faire tel ou tel investissement, telle ou telle procédure, il faut que dans leur feuille de mission, il ne s'agit pas de marché puisque ça sera en marché, hein, dans leur feuille de mission, il y ait la formation de ceux qui leur succéderont quand ils auront terminé leur mission. Donc moi j'ai une réponse unique, c'est d'abord celle-là. Merci. Est-ce que les deux rapporteurs ont un mot de conclusion? Pas obligé. D'accord. Donc, je veux savoir si il y a une opposition au fait que ce rapport soit transmis et publié. Il n'y a pas, évidemment. Donc, félicitations, chers collègues. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur et Madame la rapporteure. Et comme on dit dans le JT de 20h, sans transition, on passe à l'article 88.